Cet été, la région de Val-David va vraiment vibrer à l'énergie de Rouen. René de Rouen qui est avec nous en studio aujourd'hui parce que vous sortez pas de Val-David si souvent que ça. Bien, j'ai pas encore d'hélicoptère, là. Non, mais les autos... Ça me prend 2 heures à venir à Montréal. Il y a de plus en plus de trafic sur le ça. des Laurentides. Puis on s'en va vers une absurdité, là. Il n'y a personne qui a l'air à décider un plan d'aménagement pour les Laurentides. En périphérie des villes, il se trouve des grands complexes commerciaux dont tout le contrôle économique nous échappe. Non seulement on va devenir un patrimoine de vieilles chaises, mais c'est fini. Alors, c'est quoi mon rôle? Et là, je me suis attaqué en disant, on va faire quelque chose avec le centre d'alimentation, mais j'ai comme rêvé qu'on pourrait peut-être en faire une œuvre d'art, mais j'ai pas rêvé en faire une œuvre de René Drouin. J'ai voulu en faire une œuvre d'intégration à l'architecture dans l'environnement pour modifier tranquillement notre cadre de vie, pour l'embellir. Ça va modifier le cœur de Val-David. Peut-être ça va influencer les autres autour. Hein. Martin Frigon, qui a capté une bonne partie de notre discussion. Quel est l'angle, là, rapidement, qui vous intéresse le plus pour votre documentaire? Bien, le documentaire, normalement, devrait se décliner en 2 temps. C'est les impacts du surdéveloppement sur les populations locales dans les Laurentides. En 2 temps. Donc, comment survivre à la concurrence des grandes surfaces? On a l'expérience du métro marché, avec René et Jacques. Et ensuite, comment survivre à la spéculation immobilière? Le métro, là, sont les premiers à me dire d'aller m'installer sur 117. Économiquement, c'est parfait. Puis les autres, ils regardent ça de leur bureau à Montréal. Moi, il a fallu que je me batte contre le métro pour rester au centre du village. T'es pas d'accord avec ça, eux autres? Toi, t'as pas voulu stationner à côté de l'autoroute, finalement. Ben, moi, je tiens à ce que mon village reste en vie. On est un peu des Gaulois, des petits villages comme ça, ils restent pas gros, là. Moi, je suis Val-Davidois, puis je dois travailler pour rester Val-Davidois. Ça prend une épicerie. Si tu vois Valmorin à côté, qui est un petit village comme nous, ils ont perdu leur école. Ben, ils ont tout perdu, dans le fond. Ici, ils devaient fermer l'école. Il y a des dames qui se sont battues, puis ont réussi à faire agrandir l'école. Ben, ces femmes-là, là, ils ont sauvé le village. Maintenant qu'ils ont sauvé le village, si t'as pas l'épicerie, là, ça revient au même. L'école et l'épicerie, là, ils tiennent le village en vie. Mais de Rouen me redynamisé avec son projet. Il pense pas juste à l'esthétique. Il faut que ça vive. Lui, il est comme moi, le village, il faut que ça vive. Tu sais, une œuvre d'art pour Val-David, il aurait pu en faire n'importe quand. Le maire a demandé, tout ça. Mais il n'a jamais voulu. Il le fait pour le métro. Il faut intégrer la grande bâtisse que ça va être, plus que dans le village, dans la nature. Ah, l'idée est bonne. Ben, il dit, laisse-moi travailler ça, puis je vais te revenir. Le projet du métro de Jacques Dufresne, c'est un gros choc pour moi dans ma carrière parce que là, j'ai découvert que les lois du marché des grandes surfaces. Il y a quelqu'un qui est venu me dire ici, là, Walmart, c'est moi qui l'ai apporté à Sainte-Agathe. Bien, j'ai dit, vis avec. Oublions pas ça. Depuis plusieurs années, les gouvernements, puis là, je vais être bien terre à terre là-dessus, là, nous refilent bien des responsabilités. Et pas seulement en culture, dans toutes sortes de domaines. Et tout ce que nous avons pour pouvoir répondre à ça, c'est le foncier. Et ça, c'est mon discours, là. Les gens chez nous disent que je radote, mais on n'a que le foncier. Et ça nous pousse à quoi, ça? Ça nous pousse à dire, ben là, il faut que je bâtisse, il faut que j'ai des nouveaux commerces. Et des fois, peu importe comment il va être, tu finis par céder. Le promoteur, il veut pas avoir... Toi, tu lui proposes un modèle, ben coudonc, regarde, t'en veux-tu des taxes, t'en veux pas. À un moment donné,
Si avec les gouvernements, on pense vraiment à développement durable, il va falloir s'attarder à l'ensemble du modèle. Et quel type de développement va se faire s'il n'est pas pris en main par des créateurs, des penseurs, des politiciens ouverts? Mais souvent, dans les municipalités du Québec, c'est les développeurs qui décident de la politique. Demandez à n'importe quel maire, dans n'importe quelle ville du Québec, jusqu'où souhaitez-vous vous développer? Il faut dire, sky is the limit, on en veut le plus possible, parce que nos revenus en dépendent. Donc, en général, au Québec, toutes les villes souhaitent avoir le plus de power center possible, le plus de parcs industriels, le plus de développement domiciliaire, le plus de centres d'achat. Et là, elles entrent en concurrence les unes avec les autres pour s'accaparer le plus possible de développement immobilier. C'est que l'impôt foncier étant la source principale de revenus pour les municipalités, on souhaite avoir les contribuables les plus fortunés possibles parce qu'on va pouvoir prélever les revenus fiscaux les plus importants. Alors, ce qui fait que les gens les plus pauvres vont assumer un compte de taxes qui augmente de façon très rapide, au moins au même rythme que ceux qui se construisent des maisons neuves. Alors, le fardeau fiscal est donc assumé en grande partie par des gens qui n'ont pas les moyens d'assumer un tel fardeau fiscal. Et ces gens-là sont, à un moment donné, dans la position où ils doivent vendre. Alors, c'est comme ça que les gens quittent et qu'on se ramasse avec cette ségrégation puis la formation de ghettos. L'histoire d'Intra-Ouest, ça, c'est une table mise sur la spéculation immobilière, puis sur comment on peut se faire enlever littéralement notre patrimoine par des richissimes qui sont en train de dévitaliser des villages là, totalement, là, comme à Mont-Tremblant. Alors, ça n'a pas de bon sens. Parce que Mont-Tremblant, c'est, comme le ministre de l'époque, Bernard Landry, le disait avec fierté, le plus important développeur immobilier et touristique est au Québec. Bon, on comprend qu'il soit fier de pouvoir le dire parce que c'était une compagnie, à l'époque, de la Colombie-Britannique qui s'installait au Québec. Puis c'était le plus important. Puis là, on déroulait le tapis rouge. Là où moi, j'en ai eu, parce que là, vraiment, je trouvais que ça débordait, là. Ça prenait des ampleurs presque scandaleuses. Intra-Ouest venait d'être vendu 1 ou 2 ans auparavant, en 2004 ou 2005, je n'ai pas la date précise, là, mais c'était vendu à des investisseurs américains, ça s'appelle Fortress. Ils ont acheté la charte, ils ont acheté Intra-Ouest. Mais quand le gouvernement vient me dire à moi et à tous les Québécois et les Canadiens à travers le pays, on va aider ces gens-là avec des subventions à hauteur de 80 millions pour aider les millionnaires à s'acheter une résidence à Tremblant, je débarque. J'ai toujours été dans le monde de l'immobilier pendant 40 ans de temps, et non seulement développeur, mais arpenteur, notaire, avocat, etc. Bon, j'étais dans le monde de l'immobilier, surtout au niveau de la négociation. Bon, alors, mais un évaluateur, j'ai tout le respect pour ces professionnels, à mon avis, ils font un très bon travail. Mais quand on nous dit, on a fait la révision du rôle triennal, puis à l'intérieur de ce territoire-là, il y a des secteurs qui sont plus recherchés. Où est-ce que ça s'arrête, ça? Le secteur où je me trouve, où il se trouve, où nous nous trouvons. C'est quoi, là? Ça part d'où, puis ça arrête où? Il y a une espèce de flou juridique autour de ça, là. Il y a un flou épouvantable. À Montpellier, il y a eu des augmentations de 100 de valeur. Écoutez, ça n'a plus de bon sens. Moi, juste le terrain d'un chac en bois rond, chac en bois rond, 1930, pas accessible l'hiver, pas habitable, à plus d'1 heure de route pour une ville, OK? 332 d'augmentation de valeur de terrain. Pour moi, c'est une valeur sentimentale. Écoute, ça fait 4 générations qu'on est ici.
Tu penses-tu que ça me tente de me défaire de ça, toi, là? Bien là, en ce moment, il y a des gens qui sont tellement évalués qu'ils en perdent leur maison. OK? Il y a des gens, là, on a eu cette année une affaire comme une douzaine de cas de vente pour taxes impayées. Plus les gens achètent élevé, plus la valeur des maisons autour et la valeur la maison achetée augmente de valeur, même s'il n'y a rien de particulier, là. OK? Demain matin, quelqu'un pourrait acheter ma maison pour, je sais pas, moi, 300 000 quand elle est évaluée au municipal à 78 000. OK? Mais du fait qu'il achète à 300 000, tout le monde autour va écoper. Parce que c'est basé sur la vente, sur le marché. Écoute, je me posais la question, jusqu'où ça va aller? Là, vous êtes actuellement sur l'ancienne terre de mon grand-père. À l'automne, ça va être à vendre. Je ne suis plus capable d'entretenir, j'y arriverai pas. Mais il me restait, moi, 4 ans pour avoir ma maison à moi. Et là, depuis 2006, moi, en 2006, je payais, c'était 1 000 de taxes. Et là, je suis rendu à 1 800 en 4 ans. Ça a doublé en 4 ans. Ça a presque doublé. Quasiment. Puis là, tu vois, avec les taxes scolaires qui, elles, ont suivi, eux autres, l'évaluation foncière avec un grand plaisir. Alors là, je me retrouve avec 2 200, 2 300 de taxes. Comme travailleur autonome ici, à faire des gazons ou à faire de l'entretien, c'est trop, là. C'est ça que c'est incompréhensible parce qu'on a besoin d'un toit. D'un toit ici, surtout au Québec, il fait froid l'hiver. On ne peut pas rester dehors nu-pieds. C'est un droit fondamental. C'est un droit fondamental d'avoir un toit. Elle ne devrait pas être en otage ta maison où tu demeures dedans. Tu sais, puis toi, tu te bats toute ta vie pour avoir un toit. Tu mets tous tes sous là-dedans, tous tes soirs, puis tu te ramasses avec rien. C'est ça l'exemple de Richard. Ouais. Son père, il a construit de peine et de misère. J'ai connu son père, j'ai travaillé pour lui. Puis, comment il s'est débattu, hein? Puis là, c'est Richard qui est en train de tout perdre. Moi, je trouve ça vraiment malheureux. Puis le gouvernement se bouche les yeux. Il est aveugle volontairement. Pourquoi nos rues sont laides, nos boulevards sont laides, nos villes sont laides? Parce qu'on a éliminé le facteur de beauté dans notre environnement. Puis je trouve que les caisses populaires, c'est l'exemple. C'est des fonds publics, c'est des fonds des Québécois, c'est l'économie des Québécois, c'est un plus en argent. On a de l'argent. On ne peut pas dire qu'on était des pauvres. Au moment des jardins, c'est milliardaire. Comment se fait-il qu'ils ont construit des horaires partout? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne se sont jamais adressés à des artistes. Ce qui fait la différence de Val-David, c'est quoi? On n'est pas une société riche, le Val-David, on est une société de classe moyenne. On est tous des propriétaires en grande partie. Et quand les gens se demandent, mais c'est quoi le phénomène de Val-David? Pourquoi il y a tant d'artistes, là, c'est parce qu'on est, je dirais, indépendant et souverain. Et la journée, ça va donner comme Saint-Sauveur. Tous les restaurants en chaîne, on ne sait pas qui possède Saint-Sauveur. Ça appartient à qui? Ça appartient plus aux artisans, ça appartient plus aux propriétaires de Saint-Sauveur, ils se sont tous fait tasser. Ça appartient à des chaînes qui font ça. Puis là, il n'y a plus de communauté.
C'est pas nouveau comme problème. On vient pas de l'inventer. Là. Ça a commencé avec l'avenue de Tremblay, ça, en tout cas chez nous. C'est plus important là où il y a de la villégiature. Vous savez, la personne qui habite sa maison depuis des années sur le bord d'un lac, sa maison est payée, il l'a gagnée pendant toute sa vie, et là, il se voit pris à payer des fortunes en taxes municipales. Il est plus capable de payer ses taxes municipales avec le revenu qu'il a. Fait que là, on va dire, ben oui, mais ta maison a pris de la valeur, ben oui, vends-la, tu vas faire de l'argent. Sauf que la personne, elle ne veut pas quitter, elle est chez eux. Vous comprenez? C'est ça l'iniquité qu'il y a. C'est un drame, ça. Oui, pour certaines personnes, c'est un drame. Pas pour tout le monde, là. Hein? Les riches qui restent autour du lac Tremblant, là, la majorité, ils me feront pas pleurer, les autres, là. Le phénomène des valeurs sectorielles, c'est un phénomène relativement nouveau. Les évaluateurs ont reconnu ces valeurs-là, mais il y a un lobby puissant, important de la part de l'Ordre des évaluateurs qui veulent absolument pas que rien ne change dans la procédure. Est-ce que j'ai pris plus que 5 minutes? Oui. La croisade que mène M. Doyon dans ce dossier-là, des hausses inégales de la valeur foncière, a déjà reçu l'appui de la ville de Sainte-Adèle et du Conseil des maires de la MRC. Pour ceux qui étaient là, vous allez vous en rappeler. Le contrat de la MRC qui est donné à une firme privée, ici, c'est une firme privée qui fait notre évaluation. On est allé en appel d'offres et j'ai travaillé fort. J'ai travaillé très fort pour être sûr qu'il y aurait de la compétition, qu'il y aurait d'autres firmes qui déposeraient leur offre. C'est un contrat de 6 millions qu'on a signé là. J'ai eu une seule firme. Je veux pas dire qu'il y a collusion, mais entre vous et moi, là, ça y ressemble un peu, là. Tu sais, moi, j'ai pas de preuve de ça, là. Sauf que comment ça se fait qu'il n'y a personne au Québec qui a soumissionné sur un contrat de 6 millions? Je veux bien avoir des normes qui m'obligent à aller en appel d'offres. Je suis content que ça existe, d'ailleurs. C'est comme ça qu'il faut que ça se fasse. Sauf que c'est pas mieux si, au bout de la ligne, vous avez un seul soumissionnaire, parce qu'il semble-t-il que les soumissionnaires s'entendent pour dire, bien, là, c'est chez nous, là, c'est chez vous. Tu soumissionnes là, moi, je soumissionne là. Finalement, un soumissionnaire, on est à la merci de qui? Un sujet aussi important qui concerne presque l'ensemble des citoyens du Québec, à mon avis, ça ne doit pas se faire dans des portes closes. Je pense que ça doit se faire en toute transparence et entendre tous les gens qui ont différentes solutions pour bonifier un projet de loi. Ça ne doit pas être le projet de loi seulement de Saint-Faustin-Lac-Carré, mais le projet de loi pour l'ensemble des citoyens. Entre-temps, que font les gens qui sont prêts à payer? Qu'est-ce qu'on fait? Non, écoutez, je pose une question bien simple. Moi, je viens d'un petit village où il y a des gens qui ne paient pas leurs taxes parce qu'ils sont plus capables. Puis les évaluateurs, avec tout le respect que je dois aux gens et à la profession de chacun, laissez-moi vous dire que quand vous cachez dans les fiches techniques, on n'a même pas accès aux fiches techniques, ils nous interdisent. C'est nous qui payons ça, c'est nous qui payons ces gens-là. Qui plus est, on nous interdit d'avoir nos papiers. Vous avez le droit de les consulter uniquement si vous faites une révision. Il n'y en a pas de transparence. Je suis désolée. Ce que je veux vous dire, c'est que regardez, il y a un projet de loi... Mais c'est important ce que je m'apprête à vous dire. Une compagnie comme Evinbec, qui fait les évaluations de la MRC des Pays d'en haut, où j'habite. Evinbec, à qui ça appartient? Ça appartient au groupe Ingénieur Conseil Roche. Et le groupe Ingénieur Conseil Roche et toutes ces grosses firmes d'ingénieurs conseil contribuent aux campagnes électorales, des élections provinciales, municipales, etc. Alors, quand cette force d'évaluation des évaluateurs agréés dit au gouvernement « touchez pas à la procédure », le gouvernement recule puis on bouge plus. C'est là, c'est contre ça qu'on doit s'attaquer. On a acheté une terre agricole, nous autres, là. L'agréé qui nous soumet d'évaluation. Bon, vous avez un évier qui vaut tant, ça vaut tant, ça vaut tant dans la maison. Nous autres, on a acheté une propriété en terrain agricole, OK? Et la maison date des années 1885. On nous comparait à des maisons neuves récemment bâties comme comparatif. J'ai essayé d'appeler l'évaluateur. Tu ris-tu de moi? Ils m'ont accroché en plein visage. Quand on a sorti, quand ils nous ont communiqué la preuve pour aller au tribunal administratif, il faut que chacun communique la preuve qu'il a à l'autre, son dossier. On a regardé la grille d'évaluation de la ville. Un évier double en acier inoxydable, 3 130 $. J'ai sorti le catalogue Home Hardware 2010 devant le juge, 199 $. Hey, j'ai dit, écoute, mon homme, ça, j'ai dit en pleine face devant le juge, là. J'ai dit, écoute, mon homme, si t'as une job et des revenus, c'est parce que moi, je paye le cave, puis je paye en maudit. Rappelle-toi de ça. Devant le juge, c'était tout mielleux, tout. Mon téléphone, il m'engueule, il m'envoie promener. On nous a traités de façon méprisante. Puis là, je suis choqué parce que ça me choque.
Vous avez raison. Parce que j'ai l'impression d'être volé, d'être extorqué. Si vous voulez... Additionnez-moi tout ça, là, et ça fait de l'argent beaucoup. Ce que vous me dites, c'est ce qu'on reconnaît, là, c'est que des évaluations de masse, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est pourri. Ça ouvre la porte là, à 1001 erreurs. Elle est super bonne. Ouais. Je veux juste préciser que la position de Saint-Émile au sein du comité adoptait déjà la solution qui est préconisée par le regroupement d'évaluation équitable, c'est-à-dire la solution qui a été préconisée en Nouvelle-Écosse et qui est appliquée en Nouvelle-Écosse, celle du CAP, le CAP. Qu'est-ce qui s'est passé en Nouvelle-Écosse? Mais en gros, c'est qu'en Nouvelle-Écosse, on a décidé d'établir une date référence à partir de laquelle les évaluations foncières étaient normalisées. Donc, on considère qu'une date précise est établie, ça peut être une date et une année précise, et à partir de ce moment-là, les valeurs foncières n'augmentent que de la valeur du coût de la vie. Vous voyez? Est-ce que c'est une loi Ça, c'est... municipale? Oui, c'est une loi. Okay. C'est une loi provinciale. Bon. Merci. Si une propriété est vendue, cette propriété-là, à ce moment-là, est évaluée au montant du prix de vente. Donc, il n'y a pas de surprise, c'est ça, et n'influence pas les propriétés qu'il y a autour, dans cet esprit-là. C'est ça qui est la distinction, c'est ce qu'on appelle CAP. Merci beaucoup. Ça vous convient, M. Walter? Merci. Oui, bonjour. Norman Chapella de Ripon. On n'en a pas de respect de notre maire. Mais il me dit de vendre ma maison. Je suis pas prêt de vendre ma maison. J'ai bâti ma maison de retraite. Je veux finir mes derniers jours dans cette maison-là. Mais avec les taxes qui manquent plus que 6 000 $, puis avec aucun service, puis je ne suis pas capable de gérer. Puis... Monsieur Girac-Simon va vous répondre. C'est pas nous autres de vous plaindre. Les valeurs municipales augmentent parce que le prix de vente de toutes les propriétés augmente. C'est le meilleur placement que vous pouvez faire dans votre vie, d'investir sur le bord des lacs. Consultez tous les experts sur cette planète. C'est mieux qu'investir à la bourse. C'est mieux qu'investir dans l'or. La meilleure place au monde pour investir actuellement, c'est sur le bord d'un lac. Chanceux sont ceux, il y a seulement 1% de la population canadienne et américaine qui a les moyens de vivre sur le bord de lac. Donc, si vous n'avez pas les moyens d'y vivre, vous avez quelque chose à faire. Oui. Et moi, j'ai acheté des propriétés. Criez pas après les mères parce que la valeur marchande monte. C'est le marché. Écoutez donc votre merci. Merci, s'il vous plaît. Madame. Mais avec des valeurs d'évaluation de maison qui augmentent, bien, c'est certain que des jeunes familles qui ont des enfants, qui ont des dépenses relativement élevées, n'auront pas les moyens de se payer des maisons de 350 000 $. Donc, ce qui va arriver, éventuellement, c'est uniquement des baby-boomers, quoique je n'ai rien contre les baby-boomers, mais au bout du compte, on n'aura pas une régénération de notre MRC. Nos écoles vont continuer à fermer et c'est franchement dommage de savoir ce que la MRC entend faire pour contrer cette valeur réelle versus la valeur virtuelle. Je vais vous répondre. On est en train de faire un plan de développement économique pour créer de la richesse. Et la richesse, on la crée en ayant des industries, en ayant de l'emploi sur notre territoire. C'est comme ça, madame, qu'on va le montrer. On continue. J'espère que vous vous posez la question qui, pour moi, est importante. Pourquoi les gens vendent? C'est à boire. C'est à boire, mesdames, c'est à boire. Dans le fond, les ventes représentent 5 10 du parc immobilier dans une municipalité. C'est comme si tu disais, c'est ce 5 ou 10 %-là qui va établir la valeur des propriétés et à partir de laquelle on va se fonder pour aller chercher les taux d'imposition. Alors, c'est 5 %-là qui mènent tout le reste. Je m'excuse, mais c'est voué à l'échec et ce fameux système doit évoluer parce qu'à l'origine, le système de taxation, ça a l'air que c'est un des meilleurs, sauf qu'il n'a pas évolué.
c'est un combat de tous les jours que d'empêcher que des régions comme les nôtres, la nôtre, entre autres, s'appauvrissent davantage. Mais je vais vous dire, dans des circonstances, quand on vient nous faire miroiter le fait que les évaluations foncières sont rendues si hautes que ça, c'est un peu de fonder tout ça sur de la fausse richesse. Parce que la seule façon de la créer, cette richesse-là, c'est de vendre sa propriété. Il n'y a pas d'autre. Pourquoi vous pensez que ça bouge pas plus que ça, la mobilisation citoyenne autour de ça? C'est compliqué de contester. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande des experts. Avec les frais que ça a en cours. On est comme pris dans la maison des fous d'Astérix, finalement, un peu. Puis qui va être assez fou pour contester? Qui va avoir assez de courage pour le faire? Donc, ça va avoir une fin parce qu'à un moment donné, le marché ne trouvera plus preneur. Puis là, ce qui va arriver, c'est qu'il y a des gens qui vont avoir payé beaucoup trop cher pour des maisons qui ne valaient pas ça, puis ils ne seront plus capables de les revendre. Puis là, ça va être un mouvement massif. Puis là, on va se retrouver peut-être avec un problème d'hypothèque pas payée, puis de crise peut-être pas similaire à ce qu'il y a vécu aux États-Unis, peut-être quelque chose de différent, mais une crise probablement basée sur les hypothèques, parce qu'à un moment donné, c'est ce qui va arriver, nous autres. Si on nous égorge avec nos taxes, comment tu veux qu'on assume les hypothèques? Puis s'en remettre au libre marché, c'est ça. S'en remettre au capitalisme, c'est ça. Parce que c'est ça que les tenants du marché vont vous répondre. Hein. C'est vraiment la pierre d'assise du capitalisme. Hein? Oui, la spéculation, en fait, c'est... Ben oui, on l'a vu sur le blé, on l'a vu, sur le maïs. Sur le soya, sur le maïs, OK, on peut rentrer dans les détails de la macroéconomie, mais à l'échelle micro, ce que ça donne comme impact dans l'immobilier... c'est un appauvrissement régional. Puis pouvez-vous croire qu'en 2010, on était encore en train de faire des campagnes électorales en promettant des routes, de l'asphalte puis du ciment? On a aussi retapé toute la route 323 jusqu'à Mont-Tremblant. C'est des milliards de dollars d'investis, alors que les routes existantes sont en décrépitude. Pendant ce temps-là, on construit une autoroute 50. Il ne reste plus de village. Il reste juste des axes routiers pour se rendre dans des trucs, soit comme Tremblant artificiel, ou des villages que je ne voudrais pas nommer au sud, mais qui n'appartiennent plus aux gens de la place. Qui n'ont plus d'âme parce que c'est rendu juste une question de pouvoir d'achat. Tu peux acheter une maison parce que tu as assez d'argent, mais celui qui vivait là ne peut plus la garder parce que les taxes sont trop élevées. Tu as sorti l'âme des villages. Val-David n'a pas connu ça encore. Mais tu penses que tu vas être sur surveillance comme modèle? Je pense que le message qu'on envoie, c'est que c'est possible. Oui. Mais on verra dans 5 ans, je suis encore là. Peut-être que ça ne l'est pas possible. Là. Mais moi, j'aurais au moins le sentiment d'avoir essayé. Ça, c'est inquiétant parce que le modèle économique lui dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Puis autant René que moi, je pense qu'on a une grande sensibilité. C'est pour ça qu'on le ressent qu'il faut faire ça. Ce panneau-là, le panneau de façade, il se trouve à faire la synthèse des 3 autres. Okay. Très végétal. Ça va être plutôt dans les verts, toutes les sortes de verts, là, pour que ça soit comme mieux intégré à l'environnement, comme ça. La murale, c'est nécessairement une image qui est d'ordre public. C'est un tableau pour le monde. Et dans ce cas-là,
ce qui réconcilie le contexte social, c'est le rapport à la nature et à l'écologie, qui est une des valeurs en croissance dans les préoccupations des gens. Et d'après moi, ça réconcilie toutes ces recherches-là sur 50 ans entre l'art public, l'art social et la préoccupation de donner quelque chose à la communauté qui est beau en soi. Et un artiste, d'après moi, son engagement, le respect dans son art est en profondeur. Et quand il est tellement en profondeur, il y a peut-être quelque chose à dire pour les autres. Et il est là le problème, c'est quand vous recevez une transaction immobilière et que les corrections sont apportées au fichier, M. Garnier vient d'acheter la résidence de M. Cardin, M. Garnier a payé 300 000, mais la valeur inscrite au rôle, elle est à 225. Il va payer des taxes sur 225 jusqu'à la prochaine révision du rôle. Et ça, c'est bafouer le principe fondamental de la loi. Que je dis ça. Mais tout ce qu'il s'agirait de faire, c'est d'abord prendre position sur votre mémoire en tant que conseil, puis s'il y a lieu, bien, en faire des pressions au niveau, comme je le disais tout à l'heure, de nos unions, de l'UMQ et de la FQM pour véhiculer, pour pousser sur le gouvernement. Ça s'en vient, ça avance, je viens de vous le dire, là. Éventuellement, ça va cliquer. Permettez-moi, je vais vous dire, c'est le document qui émane du ministère des Affaires municipales. La solution, là, elle est en plein et noir. Est-ce que vous me permettez de vous lire ça? C'est très court. Là, c'est des pressions au niveau des unions qu'il faut que ça soit fait. Monsieur Garnier, vous m'avez demandé qu'est-ce qu'on peut faire. J'y arrive, je finis avec ça. Je finis. Tout ce que je pouvais vraiment faire, à mon avis. Ça fait 2 ans, moi, que je travaille là-dessus, appuyé par vous autres. Alors, on le sait, on l'a compris, puis on trouve que vous avez raison. Mais c'est assez, là, on est occupé, on est pressé. Désolé, M. Doyon, on doit partir. M. Garnier me pose une question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais vous le dire, ce que vous pouvez faire. C'est sûr que la MRC, vous n'êtes pas le législateur, vous ne changerez pas la loi. Mais ce que vous pouvez faire, par exemple, vous dites à Évainbec, à l'avenir, tu vas faire une lecture d'ensemble d'un pourcentage que le marché a indiqué et tout le monde augmente de la même valeur. C'est comme ça que ça devrait être fait. Nous, on paye des professionnels pour faire le travail, puis malheureusement, moi, je ne suis pas un professionnel en évaluation, puis je dois travailler avec les chiffres qui nous donnent. Ben non, vous ne m'appuyez pas, vous ne voulez pas même écouter. Non, c'est pas, ça peut pas ça un appui quand on ne veut pas écouter. Je regrette, mais... Quand j'ai vu que nos unions n'allaient pas plus loin dans le dossier puis qu'ils attendaient simplement que le ministre dépose une solution avec un projet de loi, j'ai dit à mes collègues d'en haut, mes 2 collègues, Antoine Lebel et Laurentide, j'ai dit, pourquoi on ne s'installera pas tous les 3 ensemble avec nos experts réciproques, parce que moi, j'ai des experts en évaluation ici, puis lui, il en a. Puis on va analyser la solution de Doyon. Puis j'ai dit, s'il y a quelque chose qu'on peut faire puis que c'est valable, j'ai dit, on va aller en commission parlementaire représenter la solution de Doyon. M. Doyon était bien heureux de ça, formation d'un comité.
Mais au préalable, je leur ai demandé de valider la solution d'Oyon avant de s'embarquer dans les comités et commencer à jaser pour rien, là, tu sais. Fait que là, ils ont pris le fameux document dont vous parliez tout à l'heure, ils l'ont analysé avec leurs experts, puis ils me sont revenus en disant « Non, pas ça. » Et là, M. Doyon n'a pas aimé ça, là, tu sais, je veux dire, c'est sûr. C'est sûr que face à une telle trahison, finalement, de personnes qui, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, me supportaient, m'encourageaient dans la démarche. On m'encourageait dans la démarche. On trouvait ça extraordinaire. Vas-y. Et je le faisais, encouragé par ça. Puis tout à coup, sans raison apparente, au ralenti. Et là, on va jusqu'à truquer des documents, me faire paraître pour un idiot, un ignare. Ah, est-ce que j'ai besoin de vous dire à quel point ça peut être difficile à prendre pour n'importe qui, pas moi plus qu'une autre? Se sentir trahi et utiliser le message que vous portez, vous le changez dans son esprit même. Alors, c'est triste. C'est triste parce que ça fait 2 ans qu'on se bat, là. 2 ans. Puis quand j'ai commencé la bataille, moi, en 2009, je peux vous dire une chose. Moi, quand je suis allé à Québec, là, j'ai vu Mme Normando. Puis j'avais vraiment confiance. Je suis très, très sensible là, écoutez, à des augmentations de comptes de taxes là, qui sont souvent très, très, très importantes. Là. Je vis dans un comté qui a 25 municipalités. On a des gens, là, tu sais, des retraités qui ont juste leur revenu de retraite, là, puis c'est pas des gros revenus, hein. Des fois, c'est même pas 20 000 $ par année, puis qui sont propriétaires. Je peux vous dire qu'il y en arrache, ce monde-là. Là. Et évidemment, Mme la Présidente, je veux que vous compreniez bien que cette citation ne vise pas personnellement aucun parlementaire dans cette Chambre, mais je voudrais citer quand même Albert Einstein qui disait « La folie est toujours de se comporter de la même façon, de toujours refaire les choses de la même manière et de s'attendre à ce qu'il y ait un résultat différent. » Alors, que peut-on dire de l'inaction, Madame la Présidente? Je vous le laisse penser. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bravo. Nous, on a contesté l'évaluation faite par Servitec. Ce que je suis venu demander au conseil municipal, c'est de faire preuve, je dirais, de bonne gestion des finances de la municipalité dans ce dossier-là. Parce que ce que la municipalité s'apprête à faire, c'est engager mes propres taxes pour me combattre sur ce terrain-là. Et puis, je trouve qu'à la limite, ça commence à faire preuve d'incurie, de faire preuve d'autant d'acharnement contre les citoyens. Si la municipalité arrête ses démarches maintenant, elle nous donne raison tout de suite, elle nous donne un mandat à Servitec de s'entendre avec nous, c'est fini, il n'y aura plus de frais, tout le monde va être content, puis on ne s'embarquera pas dans une bataille juridique qui va durer des années. Pour faire que nous autres, on ait un rapport, comme tu dis, s'il faut que quelqu'un le justifie, va le présenter à la cour, ils vont nous l'emmener après ça. Je vais vous donner mon rapport que j'ai payé 1 500$. Ben, comment tu veux qu'on sache? Oui, mais votre avocat là entre les mains. Si vous informe pas, c'est pas mon problème. C'est un juge qui va trancher, qui va dire « Oui, vous avez raison, M. Bellet », ou « M. Bellet est dans le champ ». C'est exactement comment ça va se faire. C'est pas la municipalité qui va décider ça. Là. 5 minutes avant que le juge entende la cause, on peut faire une entente à l'amiable. On peut se rétracter et dire « Monsieur le juge, on s'est entendu à l'amiable et le dossier est réglé ». Et ça va éviter un paquet de frais, parce que là, on s'enligne pour une journée d'audience complète à la cour, puis vous allez avoir 3 experts à 150$ de l'heure pendant une journée de temps. Ils vont vous mettre en loyer, ils vont vous laver. Tout l'argent, même que ça vous coûte 1$ de l'heure, ils vont vous laver. C'est que vous n'aurez pas fini de dépenser vos pièces. Non. Vous avez raison sur toute la ligne. Ils se recueillent, ils reposent dans le mur. Ils disent hey, à 90, ça ne marche pas. Je retourne dans le mur à 120 km. Ah, ça ne marche pas, attends un peu. Ils se recueillent au bout des fois. Parce que vous avez raison, vous ne prenez pas les bons moyens. Non, j'avais pas besoin d'être ici ce soir. Je suis ici pour une raison. Pour pas que ma municipalité dépense mes taxes et les taxes des contribuables inutilement dans un dossier qui est perdu d'avance pour la municipalité. C'est tout. Aujourd'hui, c'était l'audience qui a été reportée, l'audience pour contester le rôle d'évaluation foncière qu'on accordait à notre propriété. Donc, effectivement, le fait d'être surévalué, de ne pas avoir une évaluation adéquate dès le départ, fait en sorte que pour les citoyens, ça coûte énormément cher.
parce que tout le processus dure depuis longtemps. Nous, notre première contestation, quand on a contesté la première fois, c'était en avril 2008. Là, on est rendu en novembre 2010 et ça va être reporté en 2011. Donc, c'est pas fini. Puis quand on va arriver en 2011, on va probablement être obligé de contester le nouveau rôle d'évaluation foncière 2011-2013. C'est digne de Kafka. On s'en sort pas. Même si on gagnait cette cause-ci pour 2008-2010, ça ne veut pas dire qu'on va gagner le prochain rôle. Donc, il faut se battre constamment. La seule façon de corriger les effets pervers de l'impôt foncier sur la valeur marchande, dont tous les effets pervers sont dus au caractère régressif, c'est de remplacer cette forme de taxation par une forme progressive. La seule qu'on connaît, c'est l'impôt sur le revenu. Alors, pourquoi ne pas financer au moins partiellement les municipalités avec un impôt sur le revenu? L'impôt sur le revenu a cette qualité d'être un impôt progressif parce qu'il permet de corriger les inégalités économiques dans la société en transférant des riches vers les pauvres 10 % de la richesse collective. Bon, la taxe foncière, elle, fait exactement l'inverse. En moyenne, dans la société globalement, la taxe foncière prend 2 % de la richesse collective et la transfère des pauvres vers les riches. Exactement le chemin inverse de l'impôt sur le revenu. Alors, ça serait tellement plus simple de faire comme dans les pays scandinaves ou dans certains États américains, où on prélève une taxe sur le revenu, puis qu'on redistribue ensuite aux municipalités, ce qui a comme conséquence, qui est pour moi très importante comme urbaniste, là, c'est d'éliminer à ce moment-là toute forme de compétition entre les municipalités. Parce que le Walmart soit sur ton territoire ou sur le territoire du voisin ou à 100 km plus loin, ça ne change rien à tes revenus. Puis on va faire de l'aménagement du territoire en fonction des principes du développement durable, puis de la rationalité élémentaire, puis du gros bon sens, puis en demandant aux gens qu'est-ce que vous voulez sur votre territoire, puis comme ça, on pourra remettre enfin l'urbanisme et l'aménagement du territoire dans les mains des citoyens et de leurs élus. Oui, mon cher papa. Ouais, c'est ça, les galeries que les gens changent, tout ça. Je m'en sers comme bois d'allumage. OK, c'est juste pour le... Pour moi, tu payes pas ça. C'est sûr, les gens ils disent « Ah, tu vas t'ennuyer. » Je dis « Oui, je vais m'ennuyer. Ouais, fais pas ça de gaieté de cœur, moi, là. Je vends pas pour le plaisir de vendre. Je vais essayer de vivre un peu, là. Je sais pas ce qui va se passer. Bon retour! Merci.
Bien, le Conseil municipal de Montpellier vient d'adopter une résolution pour adopter le principe de l'évaluation foncière plafonnée, ce qu'on appelle le programme CAP, au fond. On dit au gouvernement du Québec, regardez, vous allez dans la mauvaise direction. La bonne direction, c'est de faire comme ce qui se fait en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique, qui ont osé changer le système, puis où beaucoup de citoyens, la majorité des citoyens, sont très satisfaits de ce système-là. On a vendu l'idée que plus ton parc immobilier est élevé, plus une municipalité a de capacité d'emprunt. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que c'est la même chose pour le gouvernement du Québec. Hein? Alors, ces richesses leur donnent leur capacité d'emprunt. C'est comme ça que ça marche. Alors, essaye de vendre l'idée que ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est de conserver ton tissu social, de pouvoir le développer, de faire en sorte que ta communauté soit vraiment vivante, que ça ne vire pas en village fantôme pendant des mois et des mois parce que les villégiateurs ne sont plus là, que des commerces ne sont plus capables de survivre parce qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui sont capables de faire vivre les commerces. Écoute, ici, là, moi, ils m'ont donné le côté des finances et je peux te dire une chose. Une des premières réflexions que j'ai dit à Pierre, j'ai dit, voyons donc, avec toutes les obligations que le ministère nous met sur le dos, on n'a pas les moyens d'être une municipalité. Le jour où le tribunal administratif va être noyé de contestation du rôle d'évaluation foncière partout au Québec, puis que les citoyens vont en avoir assez, puis ils vont dire, on s'organise en groupe. Là, à un moment donné, quand le tribunal administratif va être noyé de contestation, croyez-moi, il y a des choses qui vont changer sur le terrain. Ouais. Mais si on ne paye pas nos comptes de taxes, on les reçoit, là, puis on dit aux gens, là, si vous avez une augmentation supérieure à ce que le budget de la Ville désire avoir pour des raisons qui sont forcées de nous identifier, mais parce qu'il y a un nouveau rôle, là, ça, là, je regrette. Là, ça. Mais non, mais moi, ce que je propose, c'est qu'on s'inspire de ce qui se passe dans les pays arabes, là, puis qu'on se dise, qu'on prenne la rue, qu'on manifeste notre désaccord face au régime actuel. Jean Dufresne, là, si ça ferme, c'est pas juste lui qui vend son commerce, c'est la communauté qui ferme. Ça, là, c'est une conscience de propriétaire. Tu peux appliquer ça à un pays. Je pense que j'ai fait ma partie de chemin. Il faut que la clientèle se rende compte aussi que si elle va toujours acheter ailleurs, bien, il se tire dans le pied, là. Il faut se la poser la question dans 20 ans, qu'est-ce qu'on veut, puis ça va ressembler à quoi? Mais ce que j'aimerais souligner aujourd'hui, c'est le mariage du culturel avec l'économique. Il y a là une expression, à mon avis, là, d'une intensité chez lui, de... Comment je dirais ça, genre? Je sais pas, c'est ton problème. C'est mon problème, hein? Non, mais de son amour pour son coin. Son amour pour son coin. Et ça, là, c'est énorme. C'est pas juste moi, c'est la rencontre de l'artiste et de moi. C'est un projet commun. Ce qu'on retrouve, cet oiseau-là, alors on s'est dit, on va le baptiser. Jaco. Merci d'être là, tout le monde.